Merci, Monsieur le Président. C'est pour moi un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui auprès de mes maîtres, Monsieur le professeur Belkhadir, Madame le professeur Belabed, mes chers amis et collègues endocrinologues, professeur Herbi, professeur Gboub, professeur Artewak et professeur Shraibi, je ne l'oublie pas même s'il est à Agadir. Et je remercie pour cela les laboratoires Boehringer pour me donner cette occasion d'une part d'être parmi vous et pour parler des inhibiteurs des SGLT2 au cœur des reins. C'est un jeu de mots pour mettre l'accent sur la néphro et la cardioprotection. Je félicite professeur Artewak pour l'excellent congrès et le choix des thèmes qui sont très riches et qui mettent en valeur l'intérêt de la collaboration néphro, cardio, ophtalmo, neuro. Il faut la continuer et la maintenir. Voilà mes conflits d'intérêts. Je ne vous apprends rien en vous disant que la néphropathie diabétique, le diabète est un fléau à travers le monde et il est responsable. C'est lui la première cause de la mise en dialyse à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. Et le diabète, comment il va atteindre le rein? Il y a plusieurs mécanismes. Il y a un mécanisme hémodynamique parce qu'il y a d'une part l'activation du système rénine-angiotensine qui entraîne une vasoconstriction de l'artériole efférente au niveau du pôle vasculaire glomérulaire, mais aussi du fait qu'on a un diabète, on va le voir tout à l'heure, on a une vasodilatation de l'artériole afférente, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la pression dans le capillaire glomérulaire qui va finir par altérer la barrière de filtration glomérulaire. Ensuite, il y a aussi le stress oxydatif qui est maintenu avec une diminution du NO qui est le grand protecteur de la cellule endothéliale, sans oublier le syndrome métabolique que présentent la plupart des patients diabétiques avec bien sûr la dyslipidémie, l'hyperglycémie et par conséquent la formation des AGE, des AGE, c'est-à-dire les produits de glycation avancés qui vont à la longue se déposer au niveau des organes, y compris le rein, et qui vont entraîner une réaction inflammatoire en recrutant des macrophages, les activant, et ces macrophages vont produire des cytokines pro-inflammatoires qui, à la longue, vont entraîner une inflammation qui va se transformer au niveau du rein par la fibrose, et la fibrose est quelque chose d'irréversible, c'est-à-dire qu'on aura, au fur et à mesure du temps, une réduction néphronique, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique qui va évoluer par son propre compte pour devenir terminale. Qu'est-ce qui se passe chez le patient diabétique? Donc, on a ici le glomérule, vous allez voir ici le flocculus, et ici, on a le tube contourné proximal. À ce niveau-là, on a les petits triangles bleus qui sont les cotransporteurs de sodium-glucose, c'est-à-dire les SGLT2. Ces SGLT2 augmentent la réabsorption du glucose et la réabsorption d'eau à ce niveau-là, si bien qu'au niveau du tube contourné distal, il y a une diminution de la quantité du NaCl qui va arriver, ce qui va entraîner une réduction du feedback glomérulotubulaire et par conséquent, on aura une vasodilatation de l'artériole afférente pour maintenir le flux intraglomérulaire. Mais si on a cette vasodilatation en permanence, avec une vasoconstriction de l'artériole efférente, on a une augmentation de la pression intracapillaire glomérulaire, avec par conséquent une action négative sur la barrière de filtration glomérulaire. Et c'est pour vous attirer votre attention chez les patients diabétiques au stade initial, c'est pour comprendre pourquoi on a au départ une augmentation de la filtration glomérulaire. Ce sont les altérations de l'hémodynamique intrarénale qui sont responsables de cette augmentation de la filtration glomérulaire et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Par la suite, vont s'installer la microalbuminurie, protéinurie, syndrome néphrotique et puis insuffisance rénale. Donc d'abord altération hémodynamique, puis altération morphologique qui au départ pourraient être réversibles, mais à la longue elles deviennent irréversibles et s'accompagnent d'une réduction néphronique. Alors comment vont agir les inhibiteurs des SGLT2? Les inhibiteurs des SGLT2 vont agir à ce niveau-là. Ils vont bloquer ces cotransporteurs sodium-glucose et donc on n'aura plus de réabsorption de NaCl, on n'aura pas de réabsorption du glucose, si bien qu'en distalité, on aura une arrivée d'eau et de sodium qui va entraîner une diminution de ces feedbacks glomérulotubulaires avec une normalisation du calibre de l'artériole afférente. Donc, par conséquent, cette pression intraglomérulaire qui était élevée
va se normaliser. Voilà un des effets par lequel va agir l'inhibiteur des SGLT2 au niveau rénal. Alors, in fine, comment va agir le inhibiteur des SGLT2? Il va entraîner une natriurèse avec une contribution à la normalisation de la pression sanguine artérielle. Il va améliorer la volémie de vos patients. Il va normaliser le feedback glomérulotubulaire. Et tout ceci va entraîner une normalisation de cette pression intracapillaire glomérulaire et va contribuer à la néphroprotection. Deuxièmement, il y a la glucosurie, et en entraînant donc une fuite urinaire de glucose, ils vont contribuer à la normalisation et au contrôle de la glycémie, à la normalisation du poids de vos malades, sans oublier qu'ils ont un effet hyperuricosurique. Et donc, avec la normalisation de la tension, la normalisation de la glycémie, l'amélioration de la fonction rénale, on est en même temps néphro- et cardioprotecteur, sans oublier, comme je vous l'ai dit, leur action sur le stress oxydatif qu'ils diminuent, sur l'inflammation locale qu'ils diminuent, avec par conséquent une diminution d'altération glomérulaire et tubulaire et réduction de l'apparition de la fibrose à l'échelle néphrologique. Alors, un cas clinique d'un patient de 57 ans qui est diabétique depuis une dizaine d'années, qu'on voit avec une rétinopathie diabétique. Il vient avec une insuffisance rénale, une clairance à 56. Je vous rappelle, quand on a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres minute et qui dure plus de 3 mois, on est en droit de dire que c'est une insuffisance rénale chronique, débutante. Et quand on a une rétinopathie diabétique, on va la rattacher au diabète et aussi un peu d'hypertension. Donc, ce patient, il est là, on l'a vu, il dégrade sa fonction rénale, il passe à 42, sa protéinurie s'aggrave et pourtant son hémoglobine glyquée est normale. Eh bien, ce patient, il fait une insuffisance rénale chronique puisqu'on a un DFG qui est à 42, il est compris entre 30 et 44 et il a une protéinurie qui dépasse 300 mg par gramme et donc on est au stade d'insuffisance rénale chronique, stade 3B, c'est une néphropathie diabétique hypertensive au stade 3B des cas d'IGO. Alors, pourquoi ça se répète? Pardon. Alors, puis par la suite, donc, l'ayant vu comme ça, il vient à notre consultation, on l'a mis, évidemment, sous inhibiteur de SGLT2. Et puis, on contrôle sa fonction rénale. 1 mois, 2 mois après, il a aggravé de 4 points sa créatinine et il fait baisser de 7 points sa clearance de la créatinine. Et pourtant, la protéinurie a diminué et son hémoglobine glyquée était correcte. Est-ce que vous allez arrêter l'inhibiteur des SGLT2? Non, on va pas l'arrêter. On est bien d'accord, puisque quand on initie un traitement par inhibiteur des SGLT2, on a une baisse transitoire fonctionnelle du débit de filtration glomérulaire qui va, à la longue, entraîner une réduction de la perte du débit de filtration glomérulaire. Et c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire à long terme, on cherche la néphroprotection. Mais chez qui on doit aller doser la créatinine après 1 mois de traitement? Il faut aller la doser chez les sujets fragiles, chez les sujets âgés. C'est les sujets qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 millilitres minute. C'est les sujets qui sont sous diurétiques, et notamment les diurétiques de Lens. C'est les sujets qui ont une déplétion volémique, une diarrhée ou des vomissements, ou quand vous initiez en même temps inhibiteur des SGLT2 et un médicament qui peut altérer l'équilibre hémodynamique intrarénal, c'est-à-dire les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, ou quand vous mettez un antagoniste des récepteurs minéralo-corticoïdes. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une créatinine qui dépasse de 30% la valeur initiale? Est-ce qu'on doit arrêter immédiatement? Non, il faut recontrôler et faire un examen. Regardez votre malade, est-ce qu'il n'est pas déshydraté? Est-ce qu'il ne fait pas une diarrhée? Est-ce qu'il ne fait pas des vomissements? Est-ce qu'il n'a pas une hypotension orthostatique? Est-ce qu'il prend des diurétiques de Lens? Est-ce qu'il a quelque chose qui pourrait, dans l'arsenal thérapeutique, expliquer l'aggravation de la fonction rénale? Et ce n'est qu'en dernier qu'on pourra arrêter ce traitement momentanément, histoire de faire le point. Et dans plusieurs études et méta-analyses, il a été démontré qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque d'insuffisance rénale aiguë chez des patients où l'inhibiteur des SGLT2 a été initié. En matière de néphroprotection, il y a plusieurs études qui ont fait leur épreuve. Il y a d'abord la DAPA-CKD
qui a comporté 4300 participants, suivis pendant 2 ans et demi, 70% de patients diabétiques, et les auteurs ont essayé de voir quel était l'impact du débit des inhibiteurs de SGLT2 sur le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire ils ont vu quels étaient les patients qui avaient aggravé de plus de 50% le déclin de la fonction rénale, ceux qui étaient en insuffisance rénale chronique ou ceux qui étaient en insuffisance rénale chronique terminale avec mise en hémodialyse. Et ils se sont aussi intéressés à la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toutes causes confondues. Et vous voyez en bleu, avec l'inhibiteur des SGLT2, il y avait une réduction significative des événements rénaux et cardiovasculaires aussi. Et quand on s'intéresse au débit de filtration glomérulaire, vous voyez qu'avec l'inhibiteur des SGLT2, on a, avec l'ADAPA, moins 3,5 millilitres minute versus moins 4,7 millilitres minute avec le placebo, c'est-à-dire que l'ADAPA fait mieux que le placebo. Quand on s'intéresse au rapport créatinine sur le rapport albuminurie sur créatinine urinaire, on voit qu'avec l'ADAPA, il y avait une réduction de ce ratio de 26% et un effet également bénéfique aussi bien sur les chiffres tensionnels systoliques que diastoliques avec l'ADAPA. Une deuxième étude de grande envergure, c'est l'étude AMPA-Kidney qui a comporté 6700 patients, dont à peu près 50% de patients diabétiques, qui avaient, ces patients inclus, avaient soit un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 45 millilitres minute, quel que soit le débit de la protéinurie, soit c'était des patients qui pouvaient avoir même une fonction rénale normale avec une protéinurie supérieure à 200 mg, et les deux groupes, AMPA versus placebo, étaient comparables, puisque vous voyez que le débit de filtration moyenne dans les deux groupes était de 37 millilitres minute, qu'ils avaient tous de la microalbuminurie à des degrés variables, et le nombre de néphropathies diabétiques dans chaque groupe était similaire, il était de 31%. Et les auteurs se sont intéressés également là à la progression de la fonction rénale et au décès de causes cardiovasculaires, et vous voyez qu'avec l'empagliflozine, il y avait une réduction significative de ces événements avec une diminution du ratio albuminurie sur créatinine urinaire qui est de 17%. Quand on s'intéresse dans cette même étude, AMPA-Kidney, au fait d'être diabétique ou pas, on voit que le risque de progression de la maladie rénale ou de décès de cause cardiovasculaire était significatif. Le risque était réduit de façon significative que le patient ait un diabète ou pas. Donc, ce qui nous pousse, nous, néphrologues, à dépasser la frontière du diabète et l'utiliser dans le cadre des néphropathies glomérulaires aussi. Et aussi, vous voyez, quel que soit le débit de filtration glomérulaire, il y a une réduction du risque relatif d'aggraver la fonction rénale ou de faire apparaître un décès ou d'avoir un décès de cause cardiovasculaire, et aussi un impact positif sur le débit de la protéinurie, surtout dans cette étude quand le débit de la protéinurie dépassait 300 mg par gramme. Je reviens à notre patient. Au bout de 2 ans d'évolution, la créatinine est retombée sur les chiffres antérieurs, 17, et la clearance est à 42, elle est à 47, et débit de la protéinurie restait le même, et vous voyez que l'hémoglobine glyquée est le même. C'est un exemple à l'échelle individuelle. Alors, pour les glyphlosines, donc, on a un bénéfice à les utiliser parce qu'elles réduisent l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 0,9%, réduisent le poids des patients de 1 à 3 kg, réduisent la pression artérielle systolique de 4 points et la diastolique de 1,5 point, et diminuent l'albuminurie de façon significative. Ce qui nous amène à dire à qui prescrire ces molécules miraculeuses. Eh bien, dans le diabète de type 2, il faut les prescrire en prévention secondaire, c'est une obligation, et en prévention primaire chez les patients à haut risque cardiovasculaire ou à très haut risque cardiovasculaire, indépendamment de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Dans l'insuffisance cardiaque aussi, on va le voir, quelle que soit la valeur de la fraction d'éjection systolique et que le patient ait un diabète ou pas, et bien évidemment dans la maladie rénale chronique, ce qui nous intéresse tous, non seulement les néphrologues, mais tous les médecins, toutes spécialités confondues. Et les KDIGO en matière de recommandations pour la maladie rénale chronique proposent en grade 1
d'utiliser les inhibiteurs des SGLT2 chez tous les patients diabétiques qui ont une maladie rénale chronique, à condition que le débit de filtration glomérulaire soit supérieur à 20 millilitres minute, et le maintenir jusqu'à ce que le patient soit mis en traitement de suppléance, hémodialyse, dialyse péritonéale ou transplantation rénale. Et bien sûr, je ne vais pas sauter pieds joints sur le traitement médical sans dire un mot sur les mesures hygiéno-diététiques, sur l'activité physique, sur l'arrêt du tabac, sur la réduction du poids. C'est une pierre angulaire à ne pas oublier. Bien sûr que si on utilise des médicaments sans passer par le basique, ça ne veut rien dire. Et vous voyez que la recommandation que je viens de vous rappeler est une recommandation grade 1A. Et dans les deux grandes études d'APA-CKD et AMPA-Kidney, vous voyez qu'au stade 4, il y avait respectivement 14% et 34% des patients qui étaient sous traitement, et ce traitement a permis de réduire le risque de survenue d'événements rénals de 27% dans les deux cas. Alors, qu'en est-il du sujet âgé? Au-delà de 75 ans, est-ce que vous allez utiliser un inhibiteur de SGLT2? Il y a l'étude EMPA-REG Outcome qui a essayé de voir quelle était la mortalité cardiovasculaire, le risque d'insuffisance cardiaque ou d'événements rénaux chez des patients âgés. Et on voit, vous voyez en rouge, c'est l'empagliflozine, qu'elle fait mieux que le placebo, et donc moralité. Les inhibiteurs des SGLT2 réduisent le risque de mortalité cardiovasculaire, de survenue d'insuffisance cardiaque ou d'événements cardiovasculaires. Donc, il y a un bénéfice cardio-rénal à prescrire ces médicaments chez le sujet âgé. Non seulement ça, il y a une étude japonaise de grande envergure qui a comparé inhibiteurs SGLT2 aux autres antidiabétiques. Et là, c'était des groupes comparables. Vous voyez là, 70 ans, plus ou moins 7 dans les deux groupes, une hémoglobine 7,7 dans les deux groupes, un GFR à 59 millilitres dans les deux groupes, et 32% à peu près de patients qui étaient protéinuriques dans les deux groupes. Et là, les auteurs se sont intéressés à la réduction du débit de filtration de plus de 40% ou l'installation d'une insuffisance rénale chronique terminale. Et vous voyez en rouge les inhibiteurs de SGLT2 comparés aux autres antidiabétiques. Eh bien, les inhibiteurs font mieux. Il y a une réduction des événements rénaux et de façon significative avec la gliflozine. Maintenant, dans la même étude, ils ont séparé les patients en deux groupes en fonction de l'âge, plus de 80 ans ou moins de 80 ans. Et ils ont essayé de voir est-ce que les inhibiteurs des SGLT2 faisaient mieux que les autres antidiabétiques. Eh bien oui, vous voyez ici, quel que soit l'âge, moins de 80 ans ou plus de 80 ans, on a un déclin du débit de filtration glomérulaire qui est significativement moindre qu'avec les inhibiteurs des SGLT2 dans les deux groupes qu'avec les autres antidiabétiques oraux, et la réduction du débit de filtration glomérulaire, le déclin ralenti est significativement plus important dans le groupe inhibiteur de SGLT2. Et ils sont allés même plus loin, voir est-ce que avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, il y avait un effet que lorsqu'on ne les utilisait pas. Et donc, ils ont donc réparti en deux groupes, bloqueurs du SRA et non bloqueurs du SRA, pour tous ces patients, tout âge confondu, et c'est des personnes âgées. Eh ben, ils ont remarqué qu'en utilisant un inhibiteur de SGLT2 avec associé un bloqueur du SRA, il y avait une nette réduction du déclin du débit de filtration glomérulaire. C'était moins 0 millilitres minute par année versus moins 1, peut-être. Pardon. C'est moi? Versus moins 1,92. C'est peut-être presque multiplié par 3. Donc, d'où l'intérêt d'associer toujours un bloqueur du système rénine-angiotensine aux patients qui sont sous inhibiteurs de SGLT2. Donc, vous voyez, ce sont deux actions différentes, deux mécanismes d'action différents, mais complémentaires. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de l'étude Crédence où il y avait des personnes de 63 ans en âge moyen, c'est pas très âgé, et qui sont tous diabétiques? Vous voyez donc que avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine,
Seul le déclin du débit de filtration glomérulaire est de moins 4,6 millilitres par minute, ce qui fait que le stade d'insuffisance rénale chronique terminale est atteint en 10 ans. Quand vous utilisez un bloqueur du système rénine et que vous ajoutez un bloqueur du système, un inhibiteur des SGLT2, après, eh ben, le déclin du débit de filtration glomérulaire est plus faible, moins 1,85 millilitres minute par an. Et de ce fait, le stade d'insuffisance rénale chronique terminale est atteint en 25 ans. Et de ce fait, vous avez un gain, vous donnez à votre patient un gain de 15 années sans épuration extra-rénale, ce qui est extraordinaire. Alors, une autre problématique qu'on voit, nous, néphrologues, avec les patients diabétiques, c'est le problème cardiaque. Et je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu personnellement d'une patiente qu'on suivait, diabétique, hypertendue. Effectivement, elle avait une clearance de la créatinine aux alentours de 36, 38, mais avec l'évolution, elle nous fait apparaître une dyspnée et des œdèmes des membres inférieurs. Et là, il y a eu un petit litige avec les cardiologues qui nous disent non, c'est cardiologique. Nous, on dit non, c'est néphrologique. Nous, on leur dit non, c'est cardiologique. Et puis nous, on est allé chercher, comme d'habitude, et c'est dans l'arsenal biologique de nos patients, on a cherché à voir s'il y avait une protéinurie massive. En d'autres termes, est-ce qu'il y avait un syndrome néphrotique? La protéinurie n'était pas du tout massive, elle était à 0,5 grammes par jour. Donc, ce n'était pas du tout un problème néphrologique qui est responsable de ces œdèmes et de cette dyspnée, et c'était par conséquent un problème cardiaque, puisque la NT-proBNP était très, très, très élevée, avec une fraction d'éjection systolique à l'échocardiaque qui était normale. Avec le consentement et l'accord, on travaille avec les collègues, nous avons mis les inhibiteurs des SGLT2 et par la suite, on a ajouté de l'aldactone à défaut de la finérenone et notre patiente a évolué favorablement sur le plan clinique avec réduction de la dyspnée et des œdèmes des membres inférieurs et stabilisation de la fonction rénale et de la protéinurie. C'est pour vous dire que chez les patients qui ont un problème d'insuffisance cardiaque, même avec fraction d'éjection systolique normale, il ne faut pas oublier de mettre les inhibiteurs des SGLT2, comme il a été démontré par cette étude EMPEROR-Preserved, où les patients étaient inclus, diabétiques ou pas diabétiques, et qui étaient suivis pendant 26 mois. Et les auteurs se sont intéressés en critères primaires à évaluer le décès de cause cardiovasculaire ou la survenue d'insuffisance cardiaque responsable d'une hospitalisation et en critères secondaires sur le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et ils ont vu qu'avec l'empagliflozine, il y avait une réduction de 21% de décès de cause cardiaque ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et il y avait une réduction significative de 27% de nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On ne va pas se limiter uniquement à l'insuffisance cardiaque à fonction d'éjection normale, mais il ne faut pas perdre espoir. Même les patients qui ont une fraction d'éjection systolique réduite ont le droit de bénéficier de ce traitement et ils l'ont bénéficié avec un bénéfice favorable puisque, analysant les mêmes critères, vous avez une réduction de 25% des critères primaires qui sont le décès d'origine cardiovasculaire ou le nombre ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Vous avez une réduction significative de 30% du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et aussi un bénéfice rénal, diminution de 50%, un bénéfice significatif du ralentissement du déclin de la fonction rénale. Et puis, il y a aussi, avant, cette étude EMPEROR-Reduced, il y a la DAPA Heart Failure qui s'est aussi intéressée aux mêmes critères chez 4700 patients qui avaient une fraction d'éjection aussi inférieure à 40% avec un DFG inférieur à 60 millilitres chez 40% des patients et 41 d'entre eux étaient diabétiques et on voit l'intérêt d'utiliser un inhibiteur des SGLT2 et la réduction des événements cardiovasculaires et néphrologiques était nettement et significativement réduit dans cette population de patients qui ont un problème d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection systolique réduite. Maintenant, si vous avez en consultation un patient transplanté, hier nous avons eu la journée mondiale du don d'organes et ça émerge
Donc, vous aurez à voir en consultation, déjà avec nos collègues endocrinos, on travaille ensemble pour les patients diabétiques. Est-ce qu'on a le droit de les mettre, les inhibiteurs de SGLT2? Il y a cette étude rétrospective de 2024 comportant 750 patients transplantés, soit qu'ils étaient diabétiques auparavant ou qu'ils ont fait apparaître un diabète en post-transplantation. 17% d'entre eux ont été mis sous inhibiteurs des SGLT2 et les auteurs ont essayé de voir quel est l'impact sur les événements cardiovasculaires et l'infarctus du myocarde et le décès de cause cardiovasculaire. Et vous voyez ici qu'avec l'inhibiteur, dans le groupe inhibiteur SGLT2, il y avait une réduction significative des événements cardiovasculaires majeurs, une réduction significative de survenue d'infarctus du myocarde. Une deuxième étude avec Maigret et Lucie en 2024 qui s'est intéressée aussi à des patients transplantés, mais cette fois-ci diabétiques ou non diabétiques. Elle a comporté cette étude 347 patients diabétiques. Ils les ont mis après 1 an sous inhibiteurs de SGLT2 et on voit dans cette étude qu'il y a une réduction significative du débit de la protéinurie à 3 mois et à 6 mois. Il y a une réduction significative sur des baisses de la pression artérielle systolo-diastolique. Il y avait quelques cas d'infection urinaire et génitale, mais il y a eu quand même des patients pour lesquels le traitement a été arrêté ou, provisoirement ou parfois même définitivement quand le débit de filtration glomérulaire chez le transplanté rénal était inférieur à 30 millilitres minute, parce que quand même, il n'y a pas que ce médicament qui va être impliqué, mais il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en cause dans la dégradation de la fonction rénale d'un patient transplanté rénal. Avant de finir, je vais dire un mot sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui insiste bien sûr sur les mesures hygiéno-diététiques, bien sûr. Le traitement ancien et qui reste encore à la page, c'est la metformine à laquelle on sera amené à ajouter un inhibiteur de SGLT2, surtout chez les patients qui ont un antécédent de maladie cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque avérée, quelle que soit la fraction d'éjection systolique, une maladie rénale chronique, même au stade de microalbuminurie, même si la fonction rénale est normale. Et c'est ce qui est appuyé aussi par les recommandations de l'American Diabetes Association qui préconise aussi, en plus des mesures hygiéno-diététiques, j'insiste, qui sont le pilier, d'associer metformine, inhibiteur de SGLT2 et des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et pour terminer, je dirais que les inhibiteurs des SGLT2 sont une pierre qu'on ajoute à l'édifice dans l'arsenal thérapeutique de nos malades, non seulement les patients diabétiques, mais les patients chez nous même en néphrologie clinique. Ils permettent chez le diabétique de diminuer le taux d'hémoglobine. Ils contribuent donc à la normalisation des chiffres de l'hémoglobine glyquée. Ils interviennent dans la cardioprotection puisqu'ils diminuent les événements cardiovasculaires majeurs et diminuent l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le décès d'origine cardiovasculaire. Ils interviennent aussi dans la cardioprotection puisqu'ils diminuent le débit de la protéinurie, le déclin de la filtration glomérulaire et retardent l'échéance de la mise en hémodialyse. Et une phrase par laquelle je vais terminer, c'est que ces inhibiteurs de SGLT2 sont the sweet success for kidneys and hearts. Merci pour votre attention.